Alors, comme je vous l'ai expliqué, on a fait des analyses en groupe et des entretiens. Lors des analyses en groupe, on a récolté un tas de récits, tous autant significatifs les uns que les autres, avec vraiment un poids de la parole assez important et assez perturbant. Comme c'est notre matériau principal qui a permis en fait l'analyse en groupe, groupée, le croisement des points de vue, et puis nous, une analyse dans un deuxième temps, ça nous semblait assez important de revenir là-dessus et de vous les lire. Alors, ça paraît un peu long, mais vous allez voir, on rentre vite dedans. Alors, là, c'est le récit de Maurice, qui est donc une personne sans abri. Le travailleur qui écrit sur ses bribes de vie explique que Maurice a travaillé 25 ans et il vit sa vie, sa situation en fait comme une déchéance. Il nous dit qu'il ne croit pas au Covid, que ses croyances sont exacerbées par le fait en fait que de nombreuses administrations, de nombreux services publics ou syndicats sont tout bonnement injoignables. Et ce depuis le début du Covid. En fait, il en veut aux administrations qui ne font pas leur travail alors qu'ils se trouvent en indigence. Nous l'aidons à s'inscrire dans un CPAS bruxellois où il veut demander un revenu d'intégration sociale et une adresse. Il obtient l'adresse de référence, mais n'obtient aucune réponse durant 4 mois quant à son revenu d'intégration. Les horaires du CPS ont été adaptés à cause de la pandémie, mais dans les faits, le service social est tout bonnement injoignable. Il finit par trouver un hébergement chez une amie dans une autre commune de Bruxelles. Il doit donc tout recommencer pour tenter d'obtenir un revenu, alors qu'il ne sait toujours pas pourquoi il ne perçoit pas ses allocations de chômage. Les administrations, les mutuelles, les syndicats sont si difficiles à joindre qu'il nous faut à peu près 3 semaines et de nombreux appels et courriers pour avoir une réponse. Monsieur Maurice aurait été sanctionné car il a raté un rendez-vous d'activation d'emploi en janvier 2020. Cette sanction va durer jusqu'en juin 2021. Il n'a jamais reçu aucune notification de cette sanction. Pour retrouver ses droits à la mutuelle, rappelons quand même que la mutuelle est cruciale en période de crise sanitaire, puisqu'elle permet d'intervenir notamment dans l'achat de médicaments. En fait, il a besoin d'un extrait de rôle. Mais là aussi, obtenir un tel document, à l'ère de la pandémie, pour quelqu'un qui n'a pas accès au support numérique, est un véritable tour de force. Nous parvenons toutefois avec beaucoup de difficultés à l'obtenir et à remettre M. Maurice en ordre d'assurabilité. Donc, clairement, ce récit, il met le doigt sur la rupture et la numérisation des services publics. Et en fait, cette rupture des services publics et puis sa numérisation, elle a participé à accroître le phénomène qu'on appelle la perte d'identité administrative, qui est en fait assez caractéristique des personnes en errance, des personnes sans abri. Je vous propose de lire un deuxième récit. Vous les aurez de toute façon. La perte d'identité administrative. Pardon? Pourquoi sans-abri? Pourquoi le terme sans-abri? Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas entendu le début de la question. Pourquoi vous avez dit M. Maurice, non? Alors, donc en fait, on a fait... Oui, il était sans-abri. Il était déjà ou il est devenu après là? Il l'était, il est arrivé. Donc l'histoire, c'est, je ne sais plus quel est le travailleur social qui a rédigé ce récit. Bon, c'est ou quelqu'un du SAMU ou de Pierre d'Ancre, je ne sais plus très bien quelle était la structure. Et c'est quelqu'un qui était arrivé chez eux. Et donc il raconte ce qui se passe pendant la période du Covid avec Maurice. Donc lui, il est sans-abri. Mais surtout, ce que met en évidence, évidemment, c'est ce que disait tout à l'heure Camille, c'est la question de l'absence d'identité administrative et la difficulté d'en retrouver une en temps de Covid, puisque la plupart des structures institutionnelles sont fermées. Et puis les effets en chaîne aussi. Hein. Ils changent de commune, catastrophe. Changer de commune à Bruxelles, c'est l'horreur. Non, il faut tout recommencer à zéro. C'est pas le même CPS, ça fonctionne pas de la même manière, c'est pas les mêmes règles, etc. Oui. Ces croyances sont exacerbées par le fait que de nombreuses administrations, services publics ou syndicats sont totalement injoignables. Donc, vous pensez que c'est un complot, en fait? Alors, oui, puisqu'il leur dit qu'il ne croit pas au Covid. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le regard du travailleur, c'est l'interprétation du travailleur. Mais lui, le travailleur dit que les croyances de cette personne, donc en fait, les non-croyances du Covid, elles augmentent parce qu'en fait, aucune administration n'est capable de lui répondre.
Et donc, c'est ce que Andrea disait tout à l'heure, c'est que finalement, peut-être cette personne est déjà dans une situation ultra précaire, et que quand elle veut s'adresser aux institutions publiques, qui sont publiques, par essence, elles doivent répondre à la population, elles ne répondent juste pas. Et donc du coup, Andrea disait ça tout à l'heure, c'est la désaffiliation sociale. Finalement, il y a une perte de lien, mais il y a une perte de lien avec son entourage, mais en fait, il y a une perte de lien aussi clairement avec l'État via les institutions. Donc je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais oui, en fait, je ne sais pas s'il pense que c'est un complot, mais en tout cas, il ne croit pas à la situation et il n'a personne pour lui répondre ou pour en discuter avec lui. À part le travailleur social qui explique du coup son récit de vie. Oui, donc je ne sais pas s'il faut lire les deux, parce que sinon on va prendre trop de temps. L'exemple ici qui est vraiment important, c'était un exemple que moi j'aime bien le prendre parce que c'est un squat, et c'est l'identification d'un squat où, pendant l'enquête qu'on a fait, on retrouve dans des squats des transmigrants qui ne savent pas où aller, des sans-abri qui ne savent pas où aller, des travailleuses du sexe qui ne savent pas où aller, et elles vont là, des MENA, et donc ça devient juste la vie précaire dans son exacerbation la plus totale. Et c'était pour ça que je prends toujours cet exemple et qu'on a été très fortement frappé par la manière dont MSF racontait d'ailleurs leurs interventions dans des lieux comme ceux-là. Et ce qui est intéressant, justement, avec à la fois le sujet des squats et puis le sujet de la diversité des profils qui vivent dans ce squat, c'est qu'en fait, un des grands constats de la première année de crise sanitaire, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de squats à Bruxelles et il y a une augmentation des profils de personnes sans abri. Donc il y a eu beaucoup plus, justement, de travailleurs et travailleuses du sexe, il y a eu plus de personnes en exil, il y a eu plus de personnes mineures en exil, plus de jeunes en errance, parmi les personnes dénombrées comme sans-abri. Bon, du coup, là, on a déjà parlé de beaucoup de choses avec ces récits. Mais donc, dans notre analyse, on parle de personnes sans abri. Finalement, c'est des personnes qui potentiellement ont un hébergement, par exemple dans un hébergement d'urgence ou de crise, mais on définit les personnes sans abri dans notre rapport et dans notre étude comme des personnes qui n'ont pas de logement adéquat et permanent, des personnes qui sont clairement dépendantes à l'aide sociale et aux structures sociales. On voit une forte corrélation aussi, interaction entre le sans-abrisme et les crises de l'accueil en Belgique. Et puis, j'ai déjà parlé de la perte d'identité administrative, mais donc, notre étude, en fait, si vous voulez, elle dresse des constats sur tous les impacts de la vie des personnes sans abri, tous les impacts de la crise sanitaire sur leurs conditions de vie. Donc, on a vu qu'il y avait un accroissement du nombre de personnes sans abri, une diversité, un élargissement des profils, mais les politiques migratoires en période de crise, elles ont aussi participé à augmenter le nombre de personnes sans abri. Ça, c'est assez crucial, c'est qu'en fait, les personnes sans abri, en l'occurrence celles qui vivent en rue, ont été quand même confrontées à une privation de l'accès aux besoins primaires extrêmement forte. C'est-à-dire que les fontaines à eau, une grande majorité, presque toutes, ont été fermées à Bruxelles. Donc les fontaines publiques, hein. Les sanitaires publics aussi, donc les toilettes, les douches. Voilà, du coup, il y a eu des récits et des regards de travailleurs et travailleuses qui étaient vraiment poignants, dans le sens où ils ont vu des personnes avoir faim, avoir soif, ne pas savoir où aller aux toilettes, ou se laver en pleine période de lockdown, où en fait, finalement, tout le monde était cloîtré chez soi. Alors, il y a une augmentation des hébergements d'urgence, donc l'État, le gouvernement a quand même mis de l'argent là-dedans, mais la saturation a persisté. Il y a une augmentation des squats et il y a eu un non-recours au droit. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait avec le fait que les administrations ont fermé.